Bonjour à tous. On continue aujourd'hui sur le thème des bactéries, des infections bactériennes et de leurs effets sur notre santé. Dans la précédente vidéo, nous nous étions arrêtés sur la question suivante. Comment l'humanité est-elle parvenue au XXe siècle à limiter l'impact des maladies infectieuses bactériennes sur la santé humaine? Comment les infections bactériennes peuvent-elles n'être aujourd'hui responsables que de quelques pourcents de la mortalité globale, alors qu'elles représentaient la première cause de mortalité au début du XXe siècle? Il nous reste donc beaucoup de points à aborder ensemble: la découverte des antibiotiques, leur mode d'action, leurs usages, et enfin l'apparition des antibiorésistances, leurs effets sur la santé et les moyens de s'en protéger. Beaucoup de contenu en perspective, j'espère en garder quelques-uns jusqu'au bout. C'est parti. Un des personnages à l'origine de la révolution des antibiotiques, c'est Alexander Fleming, qui pose pour la photo à gauche dans les années 1940. Alexander Fleming est un biologiste britannique né en 1881 et mort en 1955. Il démarre une carrière de médecin en 1908. Durant la Première Guerre mondiale, il travaille dans les hôpitaux de campagne sur le front en France pour soigner les soldats blessés. À l'époque, les vaccins ont déjà été découverts, mais les moyens pour soigner les infections graves sont limités. Les blessures infectées des soldats sont traitées aux produits antiseptiques qui font souvent aux patients plus de mal que de bien. Dans les années 1920-1930, rentré en Angleterre, il était déjà reconnu pour ses travaux scientifiques sur les maladies infectieuses et leur traitement, notamment sur les bactéries du genre Streptococcus qu'il élevait en culture dans des boîtes de pétri dans son laboratoire. En 1928, un jour qu'il rentre de vacances, il découvre que plusieurs de ces boîtes de culture ont été contaminées par des moisissures qu'il identifie rapidement. Il s'agit d'un champignon très courant du genre Penicillium. Champignon très courant puisqu'on le retrouve notamment sur certains fromages. Fleming commence par jeter les boîtes contaminées, puis il remarque sur une de ces boîtes que le champignon a eu un effet sur les bactéries qu'il cultivait. À gauche, on observe la boîte de culture en question, photographiée à l'époque par Alexander Fleming. À droite, l'expérience reproduite aujourd'hui dans des conditions contrôlées. Fleming remarque qu'autour du champignon, la croissance des colonies de bactéries est ralentie, inhibée, voire même que certaines colonies ont disparu. Cette zone d'inhibition autour du champignon est la preuve que le champignon produit une substance chimique qui nuit au développement des bactéries. Alexander Fleming la nomme pénicilline en référence au champignon Penicillium qui en est à l'origine. Fleming comprend rapidement les bénéfices qu'il peut tirer de sa découverte. S'il existe dans la nature des molécules produites par les êtres vivants, capables d'empêcher naturellement le développement des bactéries, et qu'on peut extraire ou reproduire ces molécules, alors on peut peut-être les exploiter pour traiter et soigner les infections bactériennes, comme celles qu'il rencontrait quelques années plus tôt sur les champs de bataille. Le problème d'Alexander Fleming, c'est qu'il ne parvient pas à extraire efficacement la pénicilline du champignon, ce qui ne lui permet pas d'exploiter correctement sa découverte et d'en faire profiter ses patients. Il faudra donc attendre plus de 15 ans avant que les médecins soient capables d'utiliser efficacement la pénicilline dans un cadre médical dans les années 1940. Pour sa découverte majeure, bien qu'accidentelle, Fleming recevra le prix Nobel en 1945 à la fin de la guerre, associé à deux autres chercheurs ayant participé au processus de recherche. La pénicilline est le premier antibiotique naturel découvert par la communauté scientifique et médicale au XXe siècle. Après la pénicilline, d'autres découvertes suivront rapidement. Plus de 10 000 molécules sont actuellement connues, la plupart découvertes entre les années 40 et 70. La streptomycine, par exemple, découverte dès 1944, est le premier antibiotique découvert efficace contre la bactérie responsable de la tuberculose, qui était, je vous le rappelle, une des premières causes de mortalité en Europe 100 ans plus tôt. Dans les années 70, la plupart des infections bactériennes existantes, même les plus graves, étaient désormais traitables aux antibiotiques, et une partie de la communauté scientifique pensait alors que l'humanité en avait fini une bonne fois pour toutes avec les infections bactériennes. Bon alors un antibiotique, c'est quoi si on résume? Eh bien déjà, c'est un médicament, c'est-à-dire une substance chimique utilisée pour traiter les symptômes ou soigner une maladie humaine ou animale. Cette substance, elle est soit directement produite par un être vivant, soit produite artificiellement par l'homme. Et surtout, la fonction première d'une molécule antibiotique, c'est de détruire ou de bloquer le développement des bactéries, infectieuses ou non infectieuses. Les antibiotiques sont donc en principe inefficaces sur les virus ou les autres organismes infectieux. J'ajoute qu'en France, les antibiotiques ne sont théoriquement accessibles au public,
aux malades que grâce à une prescription médicale. Ils ne sont pas disponibles à la vente libre au supermarché du coin, ce sont des produits dont l'usage et le commerce est réglementé. Comment agissent-ils sur les bactéries? Vous vous souvenez du schéma de la bactérie de la dernière fois? Les antibiotiques peuvent agir de différentes façons pour empêcher ou tuer une bactérie. Certains, comme la pénicilline, agissent en empêchant la bactérie de produire sa paroi. D'autres inhibent la synthèse de la membrane. D'autres agissent sur la synthèse des protéines bactériennes, sur le métabolisme de la cellule, ou encore sur la synthèse de l'ADN. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque antibiotique agit sur sa propre cible, qu'il n'est donc pas forcément efficace sur n'importe quelle bactérie, et que donc tous les antibiotiques ne se valent pas. Depuis leur découverte, la consommation d'antibiotiques dans le monde a continuellement progressé. Et elle continue d'augmenter aujourd'hui. Sur ce graphique, on peut voir la consommation d'antibiotiques en fonction des années et du revenu par personne. On constate que ce sont aujourd'hui les pays à revenus faibles et intermédiaires par habitant qui font augmenter chaque année la consommation d'antibiotiques annuelle. Chez nous en France et dans les pays dits riches, à haut revenu par personne, la consommation stagne, voire elle baisse, on verra pourquoi plus tard. La France fait néanmoins partie des champions du monde de la consommation des antibiotiques par personne. En 2015, nous étions troisième derrière la Turquie et l'Espagne. Le classement peut évoluer en fonction des années, mais les Français sont régulièrement dans le trio de tête des plus gros consommateurs d'antibiotiques au monde. Alors qu'est-ce qu'on en fait de ces antibiotiques? Vous allez me dire, la réponse elle est évidente, on les utilise pour soigner les infections bactériennes. Eh bien c'est pas si évident que ça. Sur ces deux camemberts, vous pouvez voir la répartition de la consommation d'antibiotiques entre la médecine humaine et la médecine vétérinaire. En France à gauche et aux États-Unis à droite. On constate déjà qu'au moins la moitié des antibiotiques consommés ne le sont pas par des humains, mais bien par d'autres animaux, notamment les animaux d'élevage. Aux États-Unis, la consommation humaine ne représente même qu'un tiers du total. Évidemment, les antibiotiques sont utilisés à des fins thérapeutiques, c'est-à-dire pour soigner les maladies des animaux. Mais à l'usage, les antibiotiques se sont aussi révélés efficaces pour empêcher les contaminations bactériennes. Empêcher les contaminations, c'est ce qu'on appelle la prophylaxie, et les antibiotiques sont largement utilisés, non pas pour soigner, mais pour empêcher les maladies infectieuses à bactéries, qui ne seraient de toute façon peut-être jamais apparues. Plus étrange, on s'est rendu compte dès 1949 que la consommation d'antibiotiques avait un effet bénéfique sur la croissance des animaux. Les antibiotiques sont donc utilisés dans de nombreux pays comme promoteurs de croissance, c'est-à-dire pour accélérer et intensifier la croissance des animaux d'élevage. Ce qui peut se révéler très intéressant pour produire plus vite des bêtes plus grosses, des bêtes qui peuvent être destinées à la consommation humaine. Depuis une cinquantaine d'années, par exemple, dans les pays occidentaux, la taille des poulets destinés à la consommation de viande a été multipliée par un facteur entre 3 et 5, en partie grâce à la consommation d'antibiotiques. Chez l'humain non plus, la consommation des antibiotiques n'est pas toujours vertueuse. La première courbe qui s'affiche en haut montre l'évolution du taux de consultation pour des infections bactériennes sur 1000 patients. On constate que les infections bactériennes sont en recul entre 1991 et 2011. On passe de 330 à 210 cas sur 1000 patients. La deuxième courbe en dessous montre le pourcentage d'infections traitées aux antibiotiques. On constate que la consommation d'antibiotiques stagne. Ces données ont été obtenues au Royaume-Uni entre les années 90 et 2010. Si le nombre d'infections bactériennes est en recul, alors on devrait voir la consommation d'antibiotiques baisser également. Or, ce n'est pas le cas. Ça veut donc dire que les Britanniques consomment des antibiotiques dont ils n'ont pas besoin. Et c'est vrai aussi en France, ainsi que dans tous les pays occidentaux. Comment explique-t-on cette surconsommation? Eh bien, on l'explique déjà par l'automédication. Prendre des antibiotiques qui traînent dans la boîte à pharmacie parce qu'on se sent malade sans aller voir le médecin et sans savoir si la cause de ces symptômes est une bactérie ou un virus, c'est peut-être consommer des antibiotiques alors qu'on n'en a pas besoin. Dans certains pays, la vente des antibiotiques est également moins contrôlée qu'en France et il est plus facile de s'en procurer sans l'avis d'un médecin. Et enfin, dans les pays comme la France, où une ordonnance médicale est nécessaire pour se procurer des antibiotiques, certains médecins peuvent avoir la main un peu lourde et prescrire eux-mêmes des antibiotiques alors qu'ils n'étaient pas forcément nécessaires. Faisons ensemble un petit bilan. D'abord l'aspect positif. La découverte des antibiotiques au début du XXe siècle a été une véritable révolution dans le domaine médical.
en faisant diminuer l'impact des maladies infectieuses à bactéries et en permettant une hausse importante de l'espérance de vie pour une partie de l'humanité. On a même cru dans les années 60-70 qu'on allait pouvoir éradiquer définitivement les infections bactériennes, et après un demi-siècle d'utilisation, le bilan est en fait plus nuancé. Victimes de leur succès, les antibiotiques sont utilisés dans des quantités astronomiques et pas toujours pour de bonnes raisons. On pense à leur utilisation massive chez les animaux, que ce soit pour prévenir les infections ou comme promoteur de croissance. On pense également à la surconsommation humaine. La conséquence évidente de cette surconsommation, c'est que les antibiotiques se retrouvent partout dans l'environnement. Les médicaments que nous consommons, que nos animaux consomment, se retrouvent forcément dans les urines par exemple. De nombreuses études scientifiques ont déjà montré que les cours d'eau, les nappes phréatiques, les sols étaient contaminés aux antibiotiques. Donc depuis un demi-siècle, ce n'est pas seulement nous les humains qui consommons des antibiotiques, mais tous les êtres vivants, même sans prescription médicale. Enfin, on peut discuter aussi de l'efficacité réelle des antibiotiques sur la santé de l'humanité au sens global. Ici, vous avez une carte qui montre l'incidence de la tuberculose dans le monde. Vous vous souvenez, la tuberculose, première cause de mortalité à Paris au XIXe siècle. Maladie infectieuse disparue chez nous, oui bien sûr, mais pas dans le reste du monde. La tuberculose est encore largement présente en dehors des pays occidentaux, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Et elle fait encore plus d'1 million de morts par an. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le progrès médical, il n'a pas vraiment diffusé, ni dans le temps, ni dans l'espace, et que pour la majeure partie de l'humanité, les maladies infectieuses à bactéries restent une cause de mortalité très importante. 43% des décès dans le monde en développement en 1996, contre 1,2% dans les pays développés. Les antibiotiques ne sont donc pas la réponse à tous les problèmes, voire même leur utilisation massive crée de nouveaux problèmes à résoudre. Et parmi ces problèmes, le plus important, dont on n'a pas encore parlé, c'est l'apparition des résistances aux antibiotiques ou antibiorésistance. Bon alors qu'est-ce que c'est qu'une antibiorésistance? Imaginons une population de bactéries, toutes de la même espèce, il y a néanmoins des différences individuelles entre elles, de la diversité comme il pourrait y en avoir entre deux êtres humains par exemple. Toutes ces bactéries ne sont donc pas strictement identiques, ce ne sont pas des clones, elles ont chacune des caractéristiques spécifiques qu'elles peuvent transmettre à leurs descendantes. Soumettons-les à un antibiotique. La plupart des bactéries, comme prévu, sont sensibles à cet antibiotique. C'est-à-dire que leur développement est empêché par l'antibiotique ou bien qu'elles sont carrément tuées par le médicament. Néanmoins, aucun médicament n'est efficace à 100%. Les différences qui existent entre chaque bactérie permettent à certaines, peu nombreuses au départ, d'échapper au traitement. On dit que ces bactéries résistent à l'antibiotique. Même si elles ne représentent que quelques pourcents de la population de départ, elles survivent et sont les seules à pouvoir se reproduire pour former la génération suivante de bactéries, qui héritent de ces caractéristiques de résistance. Sur cette nouvelle population de bactéries, l'antibiotique est inefficace à 100%. Vous avez compris, c'est l'antibiotique lui-même qui sélectionne les bactéries les plus performantes pour lui résister. Le mécanisme est redoutablement efficace. Ces résistances ne sont pas un phénomène nouveau. Elles sont apparues dès le début de l'histoire des antibiotiques. La pénicilline est découverte en 1928. Les premières bactéries résistantes à la pénicilline ont été détectées seulement 10 ans après sa découverte, au début des années 40. Sur la frise, la période assurée représente le temps écoulé depuis l'observation des premières résistances à la pénicilline. Même chose pour tous les autres antibiotiques, c'est un phénomène naturel inévitable. L'arrivée d'un nouvel antibiotique sur le marché est systématiquement suivie quelques années plus tard par l'apparition de résistances chez les bactéries. Depuis les années 70, des bactéries multirésistantes sont apparues progressivement, résistantes à plusieurs antibiotiques à la fois et provoquant des infections difficiles à soigner. Les années 2000 ont vu, elles, apparaître des bactéries dites hautement résistantes, pour lesquelles il devient difficile, voire impossible, de trouver des traitements efficaces. Jusque dans les années 2010, chaque année, le pourcentage de bactéries résistantes aux antibiotiques a eu tendance à augmenter. La surconsommation des antibiotiques chez l'homme, leur utilisation massive chez les animaux d'élevage et la propagation des antibiotiques dans l'environnement sont directement responsables de cette augmentation. Vous vous souvenez peut-être des pili dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Ces pili sont une arme redoutable pour les bactéries. Imaginons une nouvelle population de bactéries. Présentes dans l'organisme humain,
Elles sont capables de produire des symptômes infectieux mais sont sensibles aux antibiotiques et donc non résistantes. Lors d'un contact avec un animal d'élevage, une bactérie résistante de la même espèce apparue chez l'animal est transférée au sein de la population de bactéries humaines. Grâce au pili, la bactérie résistante peut facilement transmettre ses caractéristiques de résistance à ses voisines. Les traitements qui ne fonctionnaient plus chez les animaux deviennent alors aussi inefficaces chez l'humain. Le fait de donner des antibiotiques aux animaux d'élevage augmente directement le risque de voir apparaître des résistances chez les bactéries pathogènes de l'humain et de rendre certaines infections bactériennes impossibles à soigner. Dans les années 2010, la situation est critique. Les découvertes de nouvelles molécules d'antibiotiques se font rares, tandis que le pourcentage de bactéries résistantes augmente chaque année ou presque, rendant les antibiotiques existants inefficaces. En France, en 2015, on compte plus de 120 000 infections liées à des bactéries multirésistantes, à l'origine d'au moins 5 000 décès. Parmi les bactéries multirésistantes les plus répandues, on trouve d'abord le SARM. D'abord détecté dans les hôpitaux dans les années 90, le SARM a rapidement acquis des résistances à une large gamme d'antibiotiques. Il est responsable d'environ 100 000 morts chaque année. Deuxième exemple, Neisseria gonorrhoeae, responsable d'une infection sexuellement transmissible. Neisseria a développé depuis les années 40 des résistances à presque toutes les familles d'antibiotiques. On observe depuis plusieurs années une forte recrudescence de l'épidémie, notamment dans les pays occidentaux, avec des cas de plus en plus difficiles à soigner. Si elle n'est pas soignée, la gonorrhée peut produire, notamment chez les femmes, des stérilités permanentes. Et enfin, Mycobacterium. Vous vous souvenez peut-être de Mycobacterium tuberculosis, la bactérie responsable de la tuberculose. De nouvelles souches sont apparues ces dernières années, avec des formes multirésistantes, voire totalement résistantes, qui alourdissent considérablement le bilan annuel de la tuberculose dans le monde. On estime aujourd'hui que plus de 150 000 décès par an sont causés par ces souches résistantes, qui font craindre un retour de la tuberculose à l'échelle mondiale, avec des formes qui deviennent complètement impossibles à soigner. Au total, on estime aujourd'hui que les infections bactériennes antibiorésistantes causent chaque année environ 1 200 000 victimes, un nombre régulièrement revu à la hausse d'année en année. Si rien n'est fait, les maladies infectieuses à bactéries risquent de redevenir la première cause de mortalité d'ici 2050, avec des pronostics qui vont jusqu'à 10 millions de morts par an dans une génération, contre environ 1 million aujourd'hui en 2024. Les antibiorésistances sont devenues en une trentaine d'années un problème de santé publique majeur qui risque de nous faire retourner à la situation où l'humanité se trouvait il y a 100 ans, avant l'invention des antibiotiques, avec une baisse significative de l'espérance de vie dans les pays comme le nôtre. Bon alors, dernière partie de cette vidéo, que faire contre les antibiorésistances? Des études ont montré qu'une diminution de la consommation d'antibiotiques pouvait avoir un effet positif sur les antibiorésistances et réduire la propagation des bactéries résistantes aux antibiotiques. Depuis le début des années 2010, en France, les quantités d'antibiotiques données aux animaux ont été fortement contrôlées et réduites. On a pu observer ensuite chez plusieurs espèces animales une réduction de la propagation des bactéries résistantes, notamment pour les poulets, chez qui la consommation d'antibiotiques a été particulièrement réduite. La situation n'est donc pas complètement désespérée et les résistances aux antibiotiques semblent être réversibles chez les animaux d'élevage. En ce qui concerne l'espèce humaine, des efforts sont déjà accomplis dans la même direction. En France, la consommation humaine a également été fortement réduite ces 10 dernières années. Elle repart néanmoins à la hausse depuis la Covid, notamment dans les hôpitaux. Les efforts doivent donc être poursuivis à l'échelle mondiale, d'abord en faisant la promotion des mesures de prévention qui empêchent les contaminations, gestes barrières, usage du masque, du préservatif, mesures d'hygiène, etc. En s'appuyant sur la vaccination qui est efficace pour protéger des infections bactériennes, mais aussi et surtout en réduisant notre consommation d'antibiotiques, en diminuant l'utilisation vétérinaire chez les animaux d'élevage, en contrôlant les rejets d'antibiotiques dans l'environnement. Et enfin, en favorisant la recherche, que ce soit pour trouver de nouvelles molécules d'antibiotiques, pour mettre au point de nouvelles solutions thérapeutiques qui pourraient remplacer, compléter les antibiotiques dans le futur. Voilà, c'était une très longue vidéo. Vous me connaissez, je suis bavard et j'aime bien traiter les sujets à fond. J'espère que cette capsule vous aura aidé à comprendre l'enjeu des antibiorésistances et leurs conséquences sur notre santé. Et j'espère aussi que cette vidéo vous sera utile cette année dans votre travail personnel. À la prochaine!